Merci. Alors, ce titre est une reprise de l'argument où se met aussi sur l'analyste, je vous relis, elle s'attachera notamment à interroger l'incidence sur l'analysant potentiel, mais aussi sur l'analyste des discours dominants de leur époque. Ce mais aussi sur l'analyste m'a un peu sauté aux yeux et je me suis dit pourquoi est-il bon de rappeler mais aussi, non pas simplement sur l'analyste. Ça sonne comme un rappel, comme s'il fallait réintroduire l'analyste dans la pensée des incidences des discours dominants. Les analystes auraient-ils oublié qu'ils sont pris eux aussi dans ces discours ? J'ai noté aussi qu'il est écrit sur l'analyste et non sur les analystes, ce qui concernerait plus la structure du discours de l'analyste avec la valeur logique de l'article défini que Lacan souligne, que les errements des analystes des uns et des autres. Le discours de l'analyste, Lacan l'indique à Sainte-Anne le 3 février 1972, peut être entendu, comme tous les trois autres, au sens du génitif objectif du discours sur le psychanalyste, discours sur le maître, etc. Je me suis donc demandé par quelle voie, dès les premiers temps de l'entrée, l'analyste est installé et s'installe à sa place et dans sa fonction. Comment peser en sa juste mesure l'incidence des discours dominants sur l'analyste et sa disponibilité au commencement d'une analyse. La disponibilité de l'analyste, qui est un terme de Lacan, c'est le terme qui me semble répondre à ce qui est désigné comme préalable dans l'argument. Elle serait en amont des premières rencontres, elle concerne la position de l'analyste et sa disposition à en occuper la place. En cela, il me semble que cette disponibilité est corrélative de ce qui permet de l'obtenir. Alors, quels sont les discours dominants ? Je glisserai préférentiellement sous ce registre le sens commun, le bon sens et leurs corrélats que sont la connaissance par oui-dire et la pensée par cliché. Un sens commun qui s'infiltre dans le discours des analystes, reproduit des clichés et écarte du tranchant du discours analytique. Le sens commun serait peut-être lié, comme sens, à la religiosité du sens que souligne Lacan. La mise à l'épreuve du sens par le déchiffrage et ses limites est une efficace de la cure. Alors, à ne pas se précipiter à attribuer ce qualificatif de dominant au discours du capitaliste et de la science, on peut relever que pour de nombreux analystes, ce que Nicolas Guérin nomme l'idéologie du déclin et Marcos Zafiros l'évolutionnisme est un discours dominant. L'axiome du dit déclin social de l'imago paternel est un organisateur de cette idéologie qui jette un regard nostalgique sur des temps passés supposés plus heureux. Une nostalgie corrélée à un appel au père et au sens du père. C'est donc à la place du père dans la psychanalyse qu'il faudrait revenir. Cette place est déterminante et il me semble que c'est sa mise en question qui fait la trame d'une cure, tant pour Freud qui, en réponse à une lettre à Ferenczi en 1912, lui disait que la tâche principale d'une analyse est bien la démolition de l'imago paternel, que pour Lacan, qui lorsqu'il dispose les éléments du discours analytique, du mathème, indique que la jouissance sépare le signifiant maître en tant qu'on voudrait l'attribuer au père du savoir en tant que vérité. De cette mise en tension du nom du père en place de produit du discours analytique, séparé du savoir par la jouissance, Lacan indique que peut surgir la question « qu'est-ce qu'un père ?» Il me semble que le commencement d'une analyse ne peut s'effectuer dans une complicité avec ce qui, dans les autres discours, répond à cette question. Le suspens des noms du père, le silence de Lacan dans le séminaire du même nom, le silence de l'analyste dans la cure, serait paradigmatique de ce qui invite à la production des noms du père. Si, dans l'espace de la cure, il est requis de l'analyste cette coupure du discours courant, qu'en est-il de la psychanalyse en extension ? Et finalement, à quoi sert au psychanalyste une théorie du lien social, si ce n'est d'y distinguer d'abord, pour lui, ce qu'est le discours analytique. Sur la place de l'analyse dans la cité, dans ce qu'elle fait entendre au public élargi, si la psychanalyse avait quelque chose à dire du lien social, le devrait-elle ?
l'énonciation de l'analyste me semble se soustraire à ce que Lacan appelle la place publique. Dans le séminaire L'identification, le 2 mai 62, il répond à un exposé de Pierre Aulagnier et il avance que jamais on en a autant parlé de la personne. Mais enfin, comme notre travail n'est pas un travail qui doit beaucoup s'intéresser à ce qui se passe sur la place publique, nous avons à nous intéresser autrement au sujet. Il y aurait ainsi la nécessité d'un terme quant à ce qui se dit sur la place publique. Une énonciation qui ne participe pas de la logique de la foule que rassemble le père et qui, de ne pas y participer, produit un effet de discours spécifique. À vrai dire, il me semble que Lacan va encore plus loin. Dans l'éthique, il s'interroge sur la préservation d'une relation salubre du désir à l'acte. Et il indique que cela veut dire aussi débarrasser que possible de cette infection qui, à nos yeux, mais pas seulement à nos yeux, aux yeux depuis toujours, dès qu'il s'ouvre à la réflexion éthique, cette infection qui est le fond grouillant de tout établissement social comme tel, ceci suppose bien sûr que la psychanalyse, dans son manuel opératoire même, oui, bien sûr, oui, elle est un peu serrée. Un peu avant, au titre. Pardon ? Oui. Très bien, bien sûr. Je reprends la citation de Lacan si vous voulez, quand il dit « Mais enfin, comme notre travail n'est pas un travail qui doit beaucoup s'intéresser à ce qui se passe sur la place publique, nous avons à nous intéresser autrement au sujet. » Et je le reformule en disant qu'il y aurait la nécessité d'un d'un silence, mais au sens d'un se taire, quant à ce qui se dit sur la place publique. Et je vais repartir ensuite de cette citation donc dans l'éthique, que je reprends alors plus doucement. Surtout, elle est assez dense. Aussi débarrassée que possible de cette infection qui, à nos yeux, mais pas seulement à nos yeux, aux yeux depuis toujours, dès qu'il s'ouvre à la réflexion éthique, cette infection qui est le fond grouillant de tout établissement social comme tel. Ceci suppose bien sûr que la psychanalyse, dans son manuel opératoire même, ne respecte pas ce que j'appellerais cette taie, cette cataracte nouvellement inventée, cette plaie morale, cette forme de cécité que constitue une certaine pratique du point de vue dit sociologique. Donc en effet, Lacan n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je nuancerai ce propos, quoiqu'en situant quand même cette citation de Lacan qui parle spécifiquement de la relation du désir à l'acte, mais en reconnaissant par exemple que c'est bien par des savoirs sociologiques que Marcos Zafiropoulos pointe au sein même de ce qu'il nomme le mouvement évolutionniste. Donc il examine les textes de Melman, de Solaire, de Miller, un déni de la reproduction des inégalités sociales et économiques, un déni de la logique de domination opposant ces classes, ainsi qu'un racisme dans la stigmatisation du père de l'immigré, tout comme une misogynie. Ici, le discours dominant, celui des classes dominantes, s'invite dans la théorisation même des analystes. Alors s'il est vrai, comme l'indique Lacan, que le psychanalyste est dans un rapport complexe à ce qu'il sait, qu'il le renie, qu'il le réprime, et même qu'il lui arrive de n'en rien vouloir savoir, qu'il est fort embarrassé de sa position, il en devient d'autant plus disposé à recevoir les conseils de l'expérience. Il fait référence ici au cumul de l'expérience médicale et son autorité. Cette disposition de l'analyste pointerait aussi le recours au confort du groupe et au sens commun, au discours dominant donc. Un recours qui serait corrélatif de la fragilité de sa position. Mais un recours dont je me demande s'il ne serait pas aussi le démenti de ce qu'aura produit sa propre cure, finalement l'institution de ce que la cure destitue. Je me suis donc essayé à une mise en tension des énoncés d'analystes contemporains et ceux de Freud et Lacan sur cette question du commencement de l'analyse. J'espère y souligner que ce qui apparaît comme problème actuel et inédit pour la psychanalyse était déjà repéré et situé par l'un comme par l'autre. Non seulement ces problèmes n'ont rien de nouveau, mais plus encore, ils ne sont souvent pas des obstacles, mais les coordonnées même de la situation du discours analytique quant aux autres discours.
Par exemple, Roland Gori écrit dans La Croix, en 2015, « Notre époque qui valorise la science, la technologie n'est plus accordée aux valeurs de la psychanalyse. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la vitesse, alors que la psychanalyse s'inscrit dans la durée. Qui va prendre aujourd'hui le temps d'aller s'allonger sur un divan ? On est dans une société qui veut des résultats immédiats, laisse peu de place à la parole et au récit. » Se dit ici que la psychanalyse, pour être convaincante, doit être accordée aux valeurs d'une société, et que la promotion des valeurs de la science et de son mode de rationalité, en son versant quantitatif et objectivable, serait une cause de l'obsolescence de la psychanalyse, rendant sceptiques les analysants potentiels. Il me semble que Lacan situait les choses différemment, disant dans une conférence à France Culture que l'analyse n'est pas une science, c'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis plus de 3 siècles. Il me semble que la datation importe, puisque nous ne sommes pas tout à fait du côté des 30 dernières années. Le discours analytique, lui, se présente plus comme une nécessité, rendant tenable le discours de la science, plutôt qu'un discours rival. J'ai aussi noté, à la lecture de la correspondance entre Freud et Bleuler, que les attaques que Freud subissait à l'époque n'étaient pas moins virulentes que celles que nous vivons. Freud, chef de secte, un antisémitisme. Et sur cette question particulière des valeurs, de la valeur, dans l'insuccès de l'une bévue, Lacan parle du mot d'esprit et de sa valeur économique. Et il dit, mais tout de même, l'économie fonde la valeur, une pratique sans valeur, voilà ce qu'il s'agirait pour nous d'instituer. Dans ce fil, la non-correspondance entre l'idéal de scientificité actuelle et la rationalité de la psychanalyse rendrait sceptiques les analysants potentiels, du fait peut-être de sa faible crédibilité publique et médiatique, comme si la critique était un obstacle à l'analyse, ce que Freud avait déjà repéré en 1913 dans le début du traitement, disant aux sceptiques, l'on dira qu'en psychanalyse la confiance n'est pas indispensable à la réussite de la cure, qu'il a le droit de critiquer et de douter tout à son aise et qu'on n'attribue nullement son attitude à son jugement, car il n'est point en mesure de juger valablement ce point. Sa méfiance n'est qu'un symptôme, pareil aux autres symptômes, et ne saurait nuire au traitement si le patient se conforme consciencieusement à la règle fondamentale. Je poursuis sur cette question de l'efficacité et de la rapidité du traitement, la vitesse dont parle Gori, la détermination de la durée de la cure, dont on dit que la psychanalyse souffre en concurrence avec les psychothérapies courtes. C'était déjà aussi une question pour Freud, et il ne céda pas sur ce point-là non plus face aux invitations de Rank et Ferenczi à raccourcir les cures, quitte à se qualifier assez malicieusement de vieux jeu. En 1913, il indique que c'est l'aspect soudain de l'apparition de la névrose, comme une jeune fille venue de loin, qui laisse le sujet s'attendre, car ne sachant pas d'où elle vient, à la voir disparaître aussi vite que ce qu'elle est venue. Freud souligne que par connaissance insuffisante des névroses, les gens même intelligents oublient qu'il existe nécessairement une proportion entre le temps, le travail et le résultat. Il me semble que plus encore qu'une connaissance insuffisante des névroses dans la culture, il me semble que c'est l'exigence de travail, ce que, dans sa réponse à un exposé d'André Albert, Lacan a épinglé la nécessité d'en baver un peu. Il me semble qu'il y a quelque chose du côté de la résistance là, peut-être. Alors, attirer l'attention du sujet, comme Freud l'invite, dès les tout premiers débuts de la cure, sur les difficultés de la psychanalyse et les sacrifices qu'elle impose, et pour l'analyste, sélectionner ceux qui supportent cette première épreuve, il me semble que ce serait un moyen de ne pas s'étonner que certains, ceux justement pour qui cela ne serait pas clairement dit, peut-être, n'engagent pas une cure ou la quittent tôt. Il me semble que cette indication de Freud est précieuse, y compris pour entendre l'énonciation de l'analyste qui indique déjà, que ce soit formulé comme ça ou autrement, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible. Je poursuis sur ces questions des nouvelles demandes dont on a un peu parlé ce matin, en reprenant le texte de présentation de la section clinique de l'école de la cause freudienne Île-de-France, qui avance.
Nouvelles demandes, nouveaux symptômes, mais aussi nouveaux modes du jouir de l'autre, n'exige-t-il pas une lecture renouvelée de nos textes de référence, une refonte de nos catégories cliniques? Ainsi, la section clinique Paris-Île-de-France entend défendre la référence au discours analytique des intervenants de la santé mentale et jouer son rôle d'agitateur auprès des psychanalystes. Il me semble que se trouvent ici condensées des affirmations que l'on retrouve souvent et ailleurs, je ne les relis pas, mais dans le texte présentant le séminaire interuniversitaire européen de recherche en psychanalyse, il y a des choses comme ça, ainsi que chez Colette Solaire. Les nouvelles demandes, nouveaux symptômes entraîneraient corrélativement une refonte de la psychanalyse, une psychanalyse qui se devrait donc tout aussi nouvelle que les demandes et les symptômes. Et Lacan pointait cette erreur quant à la demande dans l'acte analytique, donc déjà à l'époque, bien avant ces 30 dernières années. Il dit, c'est justement l'erreur de l'analyste que de croire que ce où nous avons à intervenir comme analyste, c'est au niveau de la demande, ce qui ne cesse pas de se théoriser, alors que ce dont il s'agit, c'est très précisément cet intervalle entre le sujet supposé savoir et le sujet supposé demande. En ceci que l'on connaît pourtant depuis longtemps que le sujet ne sait pas ce qu'il demande, c'est ce qui permet ensuite qu'il ne demande pas ce qu'il sait. Il me semble que centralement, ce qu'il revient, c'est que l'on ne demande plus d'analyse. Ça revient très souvent. Radmila Zigoris dit « On vient pour une thérapie et il n'y a plus de demande de vraie psychanalyse aux grandes dames des analystes. » Il me semble que là aussi, il y a un problème, puisque lorsque, explicitement, dans la formulation, quelqu'un énonce qu'il veut faire une psychanalyse, l'analyste peut-il considérer qu'il sait ce qu'il demande? Demande-t-on jamais une analyse? Cela reviendrait à savoir ce qu'elle sera avant même qu'elle ait lieu. Cette remarque permet aussi d'interroger ce que j'entends souvent sur les supposées années glorieuses de la psychanalyse, les années 70, durant lesquelles les gens auraient été plus disponibles à l'analyse et entrant facilement dans la cure. Je me demandais si avoir quelque idée de la psychanalyse et sa doctrine, et avoir la psychanalyse à la bonne, facilitait vraiment l'entrée dans la cure, ou si justement les résistances n'étaient pas d'un autre ordre. Alors, je ne développe pas plus cette mise en tension des énoncés pour justement m'attarder sur cet écart entre justement la radicalité finalement des propos de Freud comme de Lacan qui vont contre le discours commun, le discours courant, et pour interroger cet écart, puisque il y a, me semble-t-il, à s'attarder en préalable à une interrogation sur le présent, aux modalités mêmes par lesquelles il est possible d'en savoir quelque chose. L'époque ne se réduit pas au présent de chacun. Il n'est point de présent qu'un rapport au passé détermine. Un rapport qui lui-même peut être conditionné par la nostalgie, celle du père et de ses temps heureux. Et les analystes sont concernés dans ce qui fait leur histoire, voire leur roman familial. Et il me semble que la nostalgie peut faire écran au retour à Freud. N'y a-t-il pas dans l'idée qui circule que l'analyse n'est plus la même qu'au temps de Freud, plus aussi vraie, plus difficile, la réfraction sur notre perception du présent, de l'attribution de la vérité et de la jouissance à Freud, que l'on continue de nommer sans trop l'interroger le père de la psychanalyse. Donc la question de ce qu'est une vraie psychanalyse se pose, notamment et se posait déjà pour Freud dans ce qui est le texte Les voies nouvelles de la thérapeutique, où il interrogeait l'extension du champ de la pratique et ce qu'il appelait la psychothérapie des pauvres. Et donc c'est cette fameuse citation sur l'or pur, et qui tout porte aussi à croire que vu l'application massive de notre thérapeutique, nous serons obligés de mêler à l'or pur de l'analyse une quantité considérable du plomb de l'influence hypnotique. Mais quelle que soit la forme de cette thérapie populaire et de ses éléments, les parties les plus importantes, les plus actives, demeureront celles qui ont été empruntées à la psychanalyse stricte, dénuée de tout parti pris. Je me suis donc interrogé sur ce dénuement des partis pris qui est la seule indication que Freud donne à cet endroit quant aux éléments les plus actifs et les plus importants de la psychanalyse. Le dénuement concerne la privation, le dépouillement des choses nécessaires ou considérées comme telles. Alors, n'y a-t-il pas à considérer un parti pris pour le nom du père qui serait le parti pris de l'assujettissement névrotique
Est-ce que ça serait dû à la névrose? C'est une autre question, mais d'un assujettissement à la structure. Les discours dominent de se soutenir et de soutenir le nom du Père. Le discours analytique s'en distingue de mettre en question, ce que je formulerai comme ça aujourd'hui, le nom du Père est-il nécessaire ou considéré comme tel? Pour soutenir cette question, il serait requis un dénuement, côté analyste, du parti pris pour le nom du Père. C'est avec ce dénuement, ce dénudement même, que l'analyste travaille. À le refuser, ce dénuement, à ne pas y trouver le souffle de vivant qui le rend viable, il peut recourir au confort du groupe ou aux satisfactions du sens commun. Il me semble par exemple que ce parti pris pour le nom du Père est en jeu dans la question de la plainte, puisque finalement, à soutenir plus ou moins consciemment la protestation politique, économique et sociale, n'y a-t-il pas le risque de se barrer l'accès au recueil de la vérité comme plainte? Le terme est de Lacan, s'il est vrai que l'analyste de la plainte ne fait qu'utiliser la vérité. Lacan indiquant que c'est à gratter le sens de la plainte qu'un accès au réel est possible. C'est que c'est pas le sens de la plainte, dit-il, qui nous importe, c'est ce qu'on pourrait trouver au-delà de définissable comme du réel. Il s'agit dans l'analyse de gratter le sens religieux, le sens du Père dont est faite la plainte. Si la nostalgie du Père qui alimente la plainte est la présence même du religieux au sein de la psychanalyse, il y aurait à revenir sur les voies même de la résolution d'une névrose. Il y a une présence du religieux à élucider qui me semble lisible dans les théories du déclin. Et par exemple, dans la troisième, Lacan indique que 3 symptômes alimentent la névrose universelle. La charité, l'espérance et la foi, qui sont, me semble-t-il, tout autant de modalités du parti pris pour le nom du Père. Ces 3 symptômes maintiennent intacte l'attribution de jouissance à l'autre et me semblent contrevenir, en ce qu'ils se moulent aisément dans l'action du thérapeute ou du psychologue, à l'analyse elle-même. La foi, par exemple, dans le Père mort et les bienfaits du retour du Père symbolique, passe en lien à la nostalgie et la culpabilité. L'espérance en un monde meilleur, dans la confusion alors entre le malaise dans la culture comme fait de structure et l'amélioration possible des conditions économiques et sociales des individus, traitable, elle, politiquement, sans le miroitement d'un effacement du malaise de structure. La question de la charité, le rêve de la psychanalyse pour tous, surtout ceux qui ne rencontrent pas d'analyste et qui le devraient, comme on peut le lire, cela me semble que cela aveugle et empêche de tracer justement ce qui fait les confins du discours analytique. Peut-être par exemple en introduisant une surdité à ce qui s'invente comme d'autres poumons artificiels que l'analyse. Alors, si l'on note, comme l'indique Lacan, que la névrose universelle, la religion, concerne le fantasme et la soumission au principe de réalité, on retombe sur le parti pris pour le Père. Comment s'obtient que l'analyste n'y participe pas? Ceci me porte, et je conclurai par ces réflexions, jusqu'à la question du Père réel, notion qui aura ordonné quelques scissions dans l'histoire des groupes analytiques, celle entre le CF et la PJL par exemple. Puisqu'à suivre la lecture de Lacan que propose Pierre Bruno, le Père réel est l'agent de la castration, il n'a pas de sens et est inanalysable. Il est celui qui ne sait rien de la vérité et il n'est pas le Père jouisseur. Son dégagement par la cure laisse apparaître son irréductibilité au Père symbolique et au Père imaginaire. Par l'extraction du Père réel, peut cesser l'aversion pour le Père. Cette opération fait gon du démontage du fantasme, l'expression aussi de Pierre Bruno, et permet le remaniement des attributions comme des localisations de la jouissance, le sujet pouvant cesser d'attribuer au Père et localiser dans l'autre la jouissance qui est la sienne propre. Un aperçu devient possible sur la distribution des jouissances par la distinction des pairs, ce qui me paraît corrélatif d'une cession des 3 symptômes pointés par Lacan dans la troisième, dans ce qu'il appelle alors son rêve de réveil. Le Père réel serait l'opérateur qui permet de dégonfler la nostalgie, l'accusation et la plainte. La possibilité s'ouvre alors de ne point participer au discours dominant et leur suggestion. Par cette voie du démontage du fantasme et de résolution des 3 symptômes de la névrose universelle, un analysant se réveille à l'analyste. La question que je me pose,
étant donné la particularité de cet opérateur qu'est le père réel, à mon avis un opérateur qui concerne la cure au cas par cas, est-ce qu'il serait possible de réintroduire le père réel dans la considération politique des psychanalystes? Je vous remercie.